Monsieur Bron m'a demandé la parole. Oui, je pense qu'il faut d'abord souligner la qualité des débats. C'est une réflexion que je m'étais fait, entre autres, après les deux premiers intervenants, parce que on a vraiment, oui, excusez-moi, Monsieur Breuil, mais on a vraiment des arguments de part et d'autre qui sont vraiment entendables et sans forcément se lancer dans un prochain projet municipal, hein, ce qu'a fait un peu Mathieu Chamussy, mais pourquoi pas? C'est bien d'avancer des propositions un jour ou l'autre et de les confronter après aux réactions. Alors, comme beaucoup de choses ont quand même été dites, moi je vais essayer d'être quand même bien plus court. D'abord, commencer par une question qui traite des impôts locaux. Vous n'augmentez pas les impôts locaux. Et moi je dis c'est tant mieux. Alors, bien sûr, dans les impôts locaux, on a deux impôts. Il y a la taxe d'habitation, on en a parlé. Est-ce que 30% l'année prochaine, c'est bien pour la population? Qu'est-ce qui va en être pour les communes? Ça, personne ne le sait pour l'instant. On sait, dans les mots, que il va y avoir une compensation qui sera pérenne, peut-être à l'euro près. Ça a été promis, mais c'est quand même assez difficile à croire, car dans le même temps, le gouvernement exige une réduction des dépenses de 13 milliards d'ici 2002 pour les collectivités locales. Alors il va être difficile de savoir quelles communes en sortiront gagnantes ou quelles communes en sortiront perdantes. Mais la suppression de la taxe d'habitation ne règle pas tous les problèmes. Il y a aussi un autre impôt qui est la taxe foncière. Et cette taxe foncière à Grenoble, elle est particulièrement injuste. Elle est basée sur un calcul des valeurs locatives qui a été fait en 1970, ce qui explique d'ailleurs dans notre ville que l'injustice se porte surtout sur les quartiers sud qui étaient à cette époque en plein développement plutôt que le centre-ville. Donc il faut vraiment pouvoir agir sur cette question-là. Alors on sait bien que la véritable solution, elle ne peut être qu'une refonte de la fiscalité locale. Et en fait, il s'agit d'un chantier qui est un chantier national, bien sûr. Mais est-ce que nous ne pourrions pas faire pression sur nos parlementaires au niveau local? Et j'avais avancé cette question l'année dernière et interpellé l'adjoint aux finances et je n'avais pas eu de réponse. Et je l'interpelle encore et je suis prêt d'ailleurs à y travailler avec un certain nombre de collectifs d'habitants pour essayer de voir comment, avec les parlementaires locaux, on peut essayer d'engendrer, de poser la question en tout cas, et de transférer cette problématique au niveau national. Alors, si on n'augmente pas les impôts, il faut bien sûr trouver des recettes ailleurs. Trouver des recettes, diminuer des dépenses. Hein. Et c'est sûr qu'à ce niveau-là, on ne peut pas dire qu'on ait des propositions très fondées, très satisfaisantes. Il y a un beau discours sur un certain nombre d'orientations, moi que j'en partage au début, en partie, mais malgré tout, vous augmentez la dette et vous baissez les investissements. C'est jamais sain, ça, pour l'économie d'une ville. C'est jamais sain. Donc, et d'abord la question qui va se poser pour ce qui est de l'emprunt, puisque on sait que il y a des perspectives de limiter l'emprunt pour un certain nombre de grandes villes, dont Grenoble, pour ne pas dépasser les 11 à 13 ans de désendettement. Et je voudrais savoir si vous avez déjà des perspectives de ce qui pourrait être la contractualisation avec le préfet pour ne pas dépasser ces seuils-là. Après, par rapport à vos difficultés financières, vous avez mis en place un plan d'austérité. Alors excusez-moi, moi je l'appelle plan d'austérité. Les mots ont un sens. Hein, vous l'appelez plan de sauvegarde des services publics. On sait très bien, par exemple, que dans une entreprise, quand on dit un plan de restructuration, c'est qu'on envisage un plan de diminution des emplois aussi. Hein. Donc, sur ce plan d'austérité, après une année, on a vraiment, moi j'ai le sentiment en tout cas d'une certaine autosatisfaction de l'adjoint aux finances,
mais je pense qu'il faudrait être assez humble et modéré sur cette question-là, Hakim Sabri, parce que je ne sais pas si vous avez bien entendu la colère des habitants de différentes souches quartiers, qui s'est d'ailleurs manifestée de façon assez symbolique sur le blocage des conseils municipaux pendant 11 mois, et encore un petit peu tout à l'heure. Donc vraiment, il faudrait reconsidérer les choses et voir jusqu'où vous êtes allé trop loin et jusqu'où vous pouvez encore aller, sachant qu'un certain nombre de propositions, d'interpellations n'ont pas vraiment été entendues. Vous allez continuer ce plan d'austérité. Vous prévoyez 3,3 millions pour l'année prochaine. On n'a pas encore vraiment le détail, ça a été dit. Donc, est-ce que l'on pourrait avoir une information assez claire? Et je dis ça parce que le plan d'austérité que vous avez décidé en juin 2016, on n'a jamais eu l'information des détails en termes d'implication budgétaire. On n'a jamais vraiment su. On le découvre, on va le découvrir au prochain budget. Donc, est-ce que vous pourriez déjà être clair sur l'impact que ça a eu financièrement ligne par ligne et clair sur les 3,3 millions d'économies que vous pensez faire? Alors, vous n'avez pas augmenté les impôts, mais vous avez augmenté un certain nombre de tarifs. Bien sûr, il faut bien trouver les recettes quelque part. Mais là, moi, je ne conteste pas le fait qu'on augmente un certain nombre de tarifs municipaux, bien sûr. Mais là, vous avez eu la main lourde, franchement. Le stationnement, les restaurants scolaires, le périscolaire qui était gratuit, la piscine, le sport, les musées. Bon, franchement, j'ai peut-être pas fait le tour, je ne m'amuse pas à comptabiliser ça, mais c'est quand même important. Donc effectivement, ça amène une ressource supplémentaire pour la ville, mais sur le dos de qui? Des habitants. Donc il faut vraiment mettre toutes ces questions-là dans la balance, sachant que parallèlement, outre la diminution autour de 23% de subventions aux associations que vous avez faites, elles sont attaquées, enfin, je veux dire, ponctuées par la baisse des contrats aidés du gouvernement actuel, qui met vraiment en péril réellement un certain nombre d'associations dans notre ville. Donc là, on a une situation qui est assez critique pour l'ensemble des associations. Pour ce qui est de vos orientations par politique publique, je regarde l'heure parce que je ne veux pas être long. Je vais dire quelques mots sur chacune. L'éducation, on prendra le temps, je pense, de faire le point quant à l'évolution et au respect du plan d'investissement dans les écoles. Je pense que ce n'est pas le moment maintenant. Ce que j'ai entendu que mon collègue Jérôme Safar a trouvé que le plan d'investissement dans les écoles n'a pas été assez important au mandat précédent et il nous a coûté cher électoralement. Je suis content de l'entendre, malgré toutes mes relances passées. Par contre, que je le répète encore, il vous manque un axe politique fort concernant la lutte contre les inégalités éducatives. Ce n'est pas parce qu'il y a une énumération qui a été faite de l'ensemble des mesures, en ensemble des mesures déjà existantes. Ce n'est pas suffisant. Par contre, sur la question des rythmes scolaires, je pense que vous êtes posé dans une bonne posture. C'est-à-dire celle de reposer la question du rythme scolaire dans sa globalité, en prenant en compte la semaine avec le samedi et aussi l'année avec les vacances. Je pense que c'est bien de le poser comme ça. Ça ouvre le débat entre 4 jours et demi. Il faut essayer de sortir de ce cadre-là qui est un peu serré, sur lequel chacun est pour ou contre 4 jours et demi. Ça devient complètement ridicule. On croirait qu'à une demi-journée près par semaine, multiplié par 36 semaines, l'avenir de l'enfant est engagé. Enfin, il faut sortir de ce cadre-là, essayer de voir les choses un peu autrement au niveau du rythme de l'enfant. Pour ce qui est de l'action sociale, je redis quand même que vous avez décortiqué de nombreuses mesures sociales au profit des plus démunis sans les remplacer par un vrai projet stratégique. Et ce n'est pas suffisant de dire que on va gérer avec au quotient familial, parce que ça, on entend ça pour toutes les politiques. C'est pas suffisant, ça. C'est pas ça qui fait un bouclier social. Il faut aller plus loin.
Et quand on entend que les subventions du CCAS vont baisser de 600 000 euros, on a du souci à se faire. Pour ce qui est de la ville durable, je serai très bref, hein, le concept de ville en transition, pourquoi pas, hein, mais ville apaisée, non, non, pas encore. Pas encore. Pour l'instant, les modes doux créent plutôt de la discorde dans la ville. Hein. Donc on n'est pas encore dans une ville apaisée. Il ne faut pas se gargariser de mots qui n'ont pas de sens pour la plupart des habitants dans leur vécu quotidien. Que ça soit se projeter pour plus tard, oui, mais actuellement, ce n'est pas le cas. Hein. Et par contre, oui, je pense qu'au niveau de la transition énergétique, ça me paraît bien ciblé. Hein. Alors la sécurité, je ne vais pas y revenir, hein, on a fait des textes, on a fait des lettres. Vous n'avez pas pris la mesure de ce problème de l'insécurité qui s'installe chaque année un peu plus dans Grenoble. Tout le monde s'en aperçoit bien. Alors vous avez raison de faire recours à l'État hein, pour cette question de police de proximité. C'est une bonne idée, mais vous nous faites quand même preuve d'une certaine impuissance par rapport à cette question de la sécurité, et votre impuissance vous renvoie à dire mais c'est l'État, c'est l'État, c'est l'État. Non, il n'y a pas que l'État. Le maire aussi, dans une commune, a un certain nombre de prérogatives, et il faut pouvoir s'en saisir. Alors d'une façon plus positive, je pense que pour l'essentiel, des choix judicieux ont été faits en matière sportive. Par exemple, la place croissante accordée aux filles, on l'a vu aussi dans le plan qui a été présenté de l'égalité homme-femme. Des principaux arbitrages concernant le sport professionnel. De même, sur les questions de la solidarité internationale, avec la place de la maison internationale qui prend de l'importance. Et des initiatives, bien sûr, et ça, j'apprécie beaucoup dans la lutte contre les discriminations et l'égalité homme-femme. Alors, je terminerai aussi par la question de la démocratie participative, juste pour être assez bref. Hein, c'est une question qui nous concerne tous et sur laquelle personne n'a vraiment de réponse tip-top, parce qu'en fait, on expérimente dans ce domaine-là toutes les villes autant ce qu'elles sont. Hein. Et par contre, il y a eu une difficulté récente autour de la votation citoyenne, il faut le reconnaître. Hein. Il faut voir ce qu'on peut en faire, il faut voir qu'est-ce qu'elle peut devenir, mais je pense qu'il y a vraiment là un enjeu stratégique important, et il serait très utile que toutes les oppositions qui vous ont fait même, qui en ont parlé une par une, hein, qu'elles étaient intéressées par ce domaine-là, et Mathieu Chamussi l'a lié à l'éducation d'ailleurs, hein, ça c'est intéressant, hein, et comment est-ce qu'on peut ensemble faire quelque chose sur ce domaine-là, hein, et je pense qu'on prendra le temps d'en parler. Juste pour terminer sur ce domaine-là, je pense que le rapport d'orientation budgétaire est un des enjeux de la démocratie locale. L'enjeu de discuter avec les habitants grenoblois, ce n'est pas seulement sur le budget 2018, c'est d'abord sur le projet d'orientation budgétaire, parce que sur ce projet-là, qui sont les grandes orientations politiques du mandat, ou de l'année en tout cas, c'est là-dessus que les habitants peuvent avoir un discernement et une intelligence collective réelle. Après, c'est vrai que quand on aborde les grands équilibres, les grands chiffres, c'est bien plus difficile. Donc moi, je vous proposerais que ça soit ce rapport d'orientation budgétaire qui puisse être discuté avec les habitants avant le mois de décembre ou pour l'année prochaine.